Bonjour Barbara, Coucou merci de me Marine, retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler avec toi de comment écrire en s'amusant. Parce que dans nos métiers d'entrepreneur, on écrit quand même tous les jours. Et ça peut devenir une tâche fastidieuse, redondante et qui nous plombe un petit peu si on ne trouve pas facilement l'inspiration ou si c'est pas en tout cas un domaine qui nous plaît particulièrement. Et donc, tu vas aujourd'hui nous donner un petit peu les tips pour rendre ça un peu plus amusant, un peu plus facile dans notre quotidien. Oui, pour apprendre à déculpabiliser surtout, parce qu'il y a beaucoup de blocages liés à l'écriture et moi voilà, ça me tient à cœur d'apporter, d'expliquer aux gens on peut s'amuser en écrivant, on peut y prendre du plaisir, même si on n'est pas un as en orthographe, c'est pas grave. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu ton parcours, ce que tu fais, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Barbara de Amorin. Actuellement, je suis relectrice correctrice. Donc, ma micro-entreprise s'appelle BA Correction. Moi, j'ai fait des études littéraires. Je me destinais à être professeure d'espagnol au départ. Donc, bon, ça n'a pas grand-chose, on va dire, à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, ensuite, je me suis reconvertie. J'ai travaillé quelques années dans la vente, etc., avant d'avoir envie de travailler pour moi, chez moi, et de trouver vraiment un métier dans lequel j'allais vraiment m'épanouir. Donc en fait, j'ai découvert le métier de correctrice par hasard. Donc c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de pédagogie autour aujourd'hui, parce que j'ai bien conscience que c'est un métier qui n'est encore pas beaucoup connu. Et ben, quand j'ai découvert, voilà, je me suis dit, mais ce truc, c'est fait pour moi. Donc, je vais me reconvertir là-dedans. Donc, j'ai d'abord passé un petit examen qui s'appelle le certificat Voltaire, qui sert à, en fait, on obtient une note en fait entre 0 et 1000 pour avoir on va dire, une note chiffrée, une idée vraiment plus objective de son niveau en orthographe. J'ai d'abord passé ça, j'ai obtenu le score de 1000 sur 1000, donc j'étais vraiment ravie, j'étais très fière. Et ça a validé ce projet de reconversion en fait. Donc à la suite de ça, j'ai suivi une formation pendant un an quand même, parce que voilà, on peut être très bon en orthographe, ça ne suffit pas pour être correcteur ou Oui. correctrice. Donc je me suis formée pendant un an au métier par correspondance. Et bah, ensuite, voilà, j'ai ouvert ma micro-entreprise. Donc, j'exerce depuis 2019, avril 2019, Ok. maintenant. Et c'est intéressant déjà que tu dises j'ai suivi une formation parce qu'il suffit pas d'être bon en orthographe pour être bon à l'écrit. Ça montre déjà quand même enfin en tout cas ça met le doigt sur un point qui est assez important à mes yeux en tout cas de bien différencier, être performant dans la partie technique de l'orthographe et être bon à l'écrit, c'est-à-dire bah, écrire des textes qu'on a envie, hein, qui donnent aux autres envie de les lire. T'as tout compris. T'as tout compris, c'est exactement ça, ce message que je tiens à faire passer aux personnes qui veulent faire mon métier, qui est de, bon, c'est pas parce que tu es bonne en orthographe que tu peux être correctrice, il faut se former. On peut le lire dans l'autre sens aussi, pour justement comprendre que c'est pas parce qu'on a des difficultés en orthographe qu'on ne sait pas écrire. Parce que moi, mes clients et mes clientes, combien de fois j'entends cette phrase, mais moi, je ne Ouais, sais pas bien écrire. Et en fait, ça veut juste dire, je fais des fautes d'orthographe. Mais on peut maîtriser parfaitement l'orthographe et ne pas savoir bien écrire. Tout le monde sait écrire déjà, mais on veut juste ouais, dire que je sais pas, c'est moins passionnant, j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Et souvent d'ailleurs, bon, je travaille bien sûr avec des personnes qui font beaucoup de fautes d'orthographe, mais je travaille aussi avec des profils littéraires, des personnes qui ont fait de longues études et qui, à l'inverse, ont ce problème de d'avoir appris de façon très scolaire, c'est-à-dire elles utilisent ouais. des beaux mots, des adverbes, elles font des phrases longues avec des virgules, etc. Et là, on va plus travailler à ce que leur texte leur ressemble plus, à ce qu'il y ait plus Ouais. d'âme, plus de personnalité dedans. Et c'est tout aussi difficile, il faut pas croire, hein, de se détacher de tout ça. Donc oui, tu as vraiment mis le doigt sur le sujet que j'avais envie d'aborder justement avec toi, à savoir que l'orthographe, c'est une partie de la langue Ouais, française, c'est juste un outil. Et c'est pas parce qu'on le maîtrise pas parfaitement qu'on peut pas s'amuser et qu'on peut pas écrire de très jolis textes. oui. Et est-ce que tu peux nous donner la différence entre ton métier et le métier de copywriter? Alors, un copywriter, déjà, ils vont rédiger les textes. Mhm. Moi, je ne rédige pas. Je retravaille les textes de mes clients et mes clientes. Alors, ça, je peux avoir des textes plus ou moins aboutis. J'ai des personnes voilà, Ouais, qui sont beaucoup relues. Par exemple, quand c'est dans le cadre de romans, parce que je travaille avec des auteurs et autrices, mais aussi avec des entrepreneurs, entrepreneuses. Les personnes ont déjà fait un gros travail de relecture, de réécriture. C'est parfois passé en bêta lecture, etc. Donc, ça peut être quelque chose de très abouti.
Ou alors, au contraire, j'ai des personnes, ce qu'elles veulent, c'est pour ça que j'aime aussi dire que je suis le second cerveau de mes clients et clientes. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment, elles vont me rédiger un premier jet d'un coup, balancer toutes leurs idées. Et moi, derrière, je vais remettre un petit peu de forme dans tout ça. Mais tout ça pour dire que moi, déjà, je pars d'une base. Je ne rédige pas. Je pars de la base de ce qu'a écrit mon client, ma cliente. Et copywriter, c'est plus tourné vers l'art d'écrire pour vendre. Donc, on va essayer de persuader, on va travailler certains mots, justement des phrases un peu plus courtes éventuellement. C'est vraiment spécialisé là-dedans. Donc, c'est une corde en plus. Moi, correctrice, bon, la base du métier, c'est effectivement de corriger, bien sûr, comme le nom l'indique, les fautes d'orthographe, de grammaire, de ponctuation, etc. Mais voilà, ça peut aller plus loin. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec les gens, dans le sens où je vais leur proposer de reformuler, je vais leur proposer d'affiner leur ligne éditoriale, de vraiment plus affirmer leur voix, leur style dans leur texte. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est marrant que tu l'abordes parce que là, justement, j'entame tout juste une formation aussi en copywriting, enfin, en l'occurrence, en rédaction persuasive, parce que c'est avec Alexandra Martel, pour justement avoir cette petite corde en plus. Je me dis que ça pourrait être super intéressant. A priori, je continuerai à ne pas rédiger. Ça sera toujours en correction. Mais par exemple, quand ce sera dans le cadre de pages de vente ou ce genre de choses, je pourrais apporter ce regard un petit peu plus copywriting. Et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent rédiger elles-mêmes ou qui n'ont pas les moyens parfois de faire appel à un copywriter ou une copywriteuse. Donc, je suis en train d'ajouter cette corde à mon arc en ce moment. Mais ce sont deux métiers bien différents, oui. Non, mais c'est important de bien différencier les compétences qui sont derrière parce que c'est vrai que on a des noms de métiers qui sont très connus finalement, mais on a du mal peut-être aujourd'hui à mettre un peu des mots sur les compétences qu'on peut trouver derrière ces intitulés de poste. Et moi, c'est pour le coup quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, d'aller plutôt chercher à trouver de quelles compétences on a besoin plutôt que de s'imaginer de quel métier on a besoin pour aller déléguer, pour se faire accompagner, etc. Et donc là, on touche vraiment ce sujet-là de se dire, est-ce que j'ai envie de rédiger moi-même et d'aller trouver quelqu'un qui m'aide à affiner mon style, à relire mes textes, à trouver voilà, ma plume, ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui vient rédiger mes textes à ma place? Et là, on voit qu'effectivement, c'est deux compétences complètement différentes, deux métiers différents. On pourrait même en ajouter un troisième qui est la rédaction SEO, où là, on vient ajouter une compétence technique pour le référencement, pour que notre texte il soit trouvé en ligne, etc. Et donc, on voit bien le panel de compétences qui ont attrait finalement à un même rendu qui est un texte que nos prospects ou en tout cas notre cible client aurait envie de lire. Oui, je trouve ça très malin. Je trouve ça très malin ton approche parce que c'est vrai que parfois on se dit j'ai besoin d'un graphiste ou j'ai besoin d'une rédactrice, puis on confond. C'est vrai que moi j'ai pas mal. Maintenant ça va mieux grâce à ma communication. Mais au début j'ai pas mal de personnes qui me contactaient pensant que j'étais rédactrice. Et je trouve qu'effectivement faire dire aux gens mais qu'est-ce que tu as besoin de faire exactement, qu'est-ce que tu as besoin de faire ou de faire, quel est le résultat que tu recherches. Là, on va vraiment pouvoir cerner. Et moi, c'est ce que je fais aussi quand j'ai des demandes. C'est vraiment, voilà, je demande à avoir un échange. Ça sera jamais juste on m'envoie un mail, je réponds par mail et hop, ça se fait. Je vais avoir un échange au téléphone ou en visio et faire parler la personne pour vraiment aller mettre le doigt sur quel est son blocage, qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de moi, est-ce qu'elle veut totalement me déléguer parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est gagner du temps, ou est-ce qu'elle veut me déléguer parce qu'elle veut un soutien, un appui et elle veut se voir progresser dans ses textes pour se les approprier et à la fin ne plus avoir besoin de moi. Je veux vraiment les cerner la demande précise derrière, en fait. C'est ça, l'éventail est large. Et alors, si justement aujourd'hui ça ne nous amuse pas du tout de rédiger nos textes, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour retrouver un petit peu de plaisir à écrire, à partager à l'écrit les sujets qui nous touchent, qui touchent notre entreprise, touchent notre quotidien et notre cible un peu client aussi. Alors, déjà, on commence par savoir que c'est normal et qu'on n'est pas seul. Qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à écrire, qui n'aiment pas ça, et que moi, par exemple, moi-même, qui suis relectrice-correctrice, pour mes propres textes, j'ai du mal. Et c'est normal. C'est souvent plus facile, fameux cordonnier le plus mal chaussé, on connaît tous et tout ça. Donc déjà, c'est normal. Après, il n'y a pas de solution miracle. J'ai envie de dire que il faut commencer par faire. Et même si au début, c'est juste écrire pour soi, peut-être. Moi, j'ai du mal à instaurer, j'ai un trouble de l'attention qui fait que j'ai du mal à instaurer des rituels dans mon quotidien. Mais si on peut s'instaurer un petit rituel d'écriture le matin ou le soir, ou moi, ce que j'aime bien conseiller aux personnes qui ont des blocages à l'écrit, c'est déjà d'en prendre conscience. Peut-être déjà se dire pourquoi est-ce que j'aime pas écrire.
Est-ce que c'est vraiment parce que je trouve mes textes nuls ou je fais trop de fautes, ou est-ce que c'est parce que j'anticipe ce que les autres vont penser de mes Ouais. textes? C'est bien déjà d'essayer de chercher qu'est-ce que ça veut dire quand je dis j'aime pas écrire? Pourquoi j'aime pas écrire? Pourquoi ça me bloque? C'est toujours intéressant de savoir faire ça. Et après, si c'est des personnes qui sont plus à l'aise à l'oral, Mhm. c'est souvent le cas, je leur conseille aussi parfois de s'enregistrer. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais faire un post sur tel sujet. On va imaginer que, bah voilà, comme là, en fait, tu me poses une question sur bah, quelle est la différence entre. J'ai envie de faire un post sur quelle est la différence entre une copywriter et une Mhm. relectrice-correctrice, mais je bloque. Bah, je vais imaginer qu'une copine me pose la question et je vais faire un audio pour lui répondre. Et comme ça, je vais partir de cette base. Après, je vais me réécouter. Bon, ça peut aussi Ok. ne pas être une partie de plaisir de s'écouter, je le sais. Ça, on est beaucoup comme ça aussi. Et je vais me réécouter, je vais remettre tout ça à l'écrit. Elle écrit. Et ensuite, je vais retravailler cette base. Donc, comme ça, il n'y a pas l'angoisse de la page blanche, déjà. Oui. Et pour la voix de Marc, c'est génial parce que là, on va pas, beaucoup moins risquer de tomber dans le truc très scolaire. Alors, une copywriter, ça fait ça, en effet, Mm. blablabla, contrairement à, parce qu'on va partir de notre façon de nous exprimer. Donc, on va pouvoir prêter attention aux mots qu'on utilise, à la Mhm. façon, on a des petits tics. Alors, il y a des tics verbaux qui sont à lisser, mais il y en a au contraire où bah, c'est notre personnalité qui s'exprime, Oui. mais c'est intéressant de les garder. Donc, moi, j'ai remarqué qu'avec mes clients-clientes, ça fonctionne bien, ça. De passer par l'oral, ça a tendance à... Parce que souvent, c'est la page blanche qui nous angoisse aussi. Ouais. C'est d'être là et de se dire qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je fais. Et puis, oui, de se détacher au début de comment ça va être perçu. Mm. Et quand c'est pour les réseaux sociaux, par exemple, en particulier, et des résultats aussi. Parce Oui. que ça peut être hyper frustrant d'écrire et puis d'avoir une visibilité mauvaise, etc. Oui. Mais essayer de se détacher un petit peu de ça au début, c'est important aussi. Mais ça, c'est vraiment un super conseil parce que finalement, tu peux le mettre en place un peu à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si tu échanges avec un client, ben, tu t'enregistres pour finalement peut-être en découler des sujets derrière. Tu peux aussi utiliser, effectivement, comme tu dis, ta famille ou tes amis en disant bah, qu'est-ce que tu as compris de mon job et de s'enregistrer en train d'expliquer les points qui étaient pas vraiment compris et d'en tirer, encore une fois, des sujets sur lesquels on va pouvoir écrire et effectivement, ça peut nous débloquer ben, soit l'angoisse de trouver des sujets intéressants, soit l'angoisse, effectivement, comme tu le dis, de la page blanche, cette étape où il faut se lancer et commencer par un premier mot. Mais s'enregistrer, en fait, on peut le faire dans un peu toutes les situations et ça peut être un vrai, en tout cas, une source inépuisable de sujets C'est ça. Mm. qui nous Ça aide laissent pour le beaucoup de... blocage, mais ça, t'as raison, ça aide pour les sujets aussi. Il faut être hyper attentif à ce que nous disent les questions que nous posent régulièrement nos clients. C'est ça. Les questions qu'effectivement, les personnes très proches, même de nous, parfois, vont nous demander, mais ça, tu le fais ou pas? Ben, prendre conscience que, ah, mais je parle souvent de mon métier avec elle, et en fait, elle-même, elle sait pas C'est ça. exactement si je le fais, donc c'est que je communique pas assez dessus. Les commentaires, les questions qu'on reçoit régulièrement sur les Ouais, réseaux, tout ça, faut y être vraiment attentif parce que ça veut dire qu'il y a une demande c'est ça. d'information là-dessus. Donc, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, bah, pour les choses moins, on va dire, naturelles et spontanées, on peut se trouver une personne avec laquelle on échange régulièrement sur nos activités. Et puis, justement, lui dire, bah, tiens, là, j'aimerais bien parler de tel sujet, mais je bloque. Et puis, la personne va nous poser des questions, on lui répond, etc. Et on part de cette base. Donc, comme tu le dis, pour les sujets, c'est bien aussi parce que souvent, Ouais, c'est aussi ça qui nous bloque. c'est ça. Super. Donc, en tout cas, toi, ton conseil, c'est de commencer par vraiment s'enregistrer et être bienveillant envers soi-même en se détachant des résultats, du contenu, etc., pour aller vers là où un peu notre cœur nous mène. Écrivons et puis advienne que pourra. C'est en faisant qu'on s'améliorera. De toute façon, au début, voilà, on dit toujours la qualité doit primer sur la quantité. Mm. Je suis d'accord, et à la fois, c'est la quantité qui va faire qu'on va arriver à la Mm. qualité. Je veux dire, si demain je vois mes copines qui font un marathon et que j'aimerais tellement avoir leur niveau, je vais être obligée de passer par un moment où je vais m'y mettre, où je vais courir 10 minutes, je vais cracher mes poumons, et puis la prochaine fois, j'irai courir plus longtemps. Je ne Oui, peux pas envier leur niveau et vouloir m'y mettre demain et me dire bah, je veux tout de suite avoir ce niveau-là, c'est normal. Et on passe quasiment tous et toutes, on va dire, il y a des personnes qui ont un don d'écriture, mais sinon on passe quasiment tous et toutes par là. Et c'est en faisant qu'on va prendre confiance parce on va affiner, on va voir aussi Mm. les textes qui ont un peu plus parlé aux gens, on peut demander des retours sur nos textes à notre entourage aussi.
Est-ce que tu comprends? Voilà, lui faire lire, dire qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai expliqué pour voir si c'est bien clair. Est-ce que tu trouves que ça me ressemble? Pour ça, lire à voix haute, c'est bien aussi. Si jamais on passe pas par l'enregistrement, qu'on écrit, on fait l'inverse. On écrit, mais après, on le passe à l'oral. On se lit à voix haute. Et c'est là souvent qu'on se rend compte, si on a un profil un peu plus scolaire, littéraire, etc., que quand même, je le dirais pas comme ça. Ou alors, on arrive essoufflé à la fin de sa très, très longue phrase et on se dit, bon, elle était peut-être un peu longue, celle-là. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on essaie de passer le texte à l'oral, quoi. Soit de commencer par l'oral, soit d'essayer l'oral à la fin. Et après, je pense que dans tous les cas, cette prise de recul, elle est importante parce que c'est aussi en prenant le temps de d'écrire et en réfléchissant à finalement qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, à quel moment je bloque, à quel moment je suis dans l'auto-jugement et où vraiment, ben, du coup, ça me bloque pour avancer, etc. C'est en ayant les réponses à tous ces sujets-là qu'on va pouvoir derrière prendre des décisions sur une potentielle délégation. Parce que si on commence par déléguer sans avoir d'abord réfléchi sur notre niveau, là où on en est, ce qu'on a envie, les objectifs qu'on veut atteindre, il y a de fortes chances pour que finalement la délégation, elle n'atteigne pas le point ciblé. Alors que si effectivement, même si c'est pas forcément ultra agréable parce qu'on ne se sent pas très bien dans cet exercice, bah, on prend le temps quand même de prendre ce petit recul, de se dire où j'en suis, qu'est-ce que je veux. Ça nous permettra de choisir entre la typologie de compétences que tu as ou alors d'aller vers quelqu'un qui va rédiger l'intégralité de nos textes parce qu'on aura aussi pu se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me sens à l'aise et Et quel où est je veux aller. l'objectif que je veux atteindre avec ces textes-là. Ouais, Parce c'est que tout à on fait ça. n'écrit pas juste comme ça pour le fun. Voilà, quel est l'objectif que je veux atteindre en face? Parce qu'effectivement, moi, justement, quand je corrige un texte, j'ai toujours qu'un texte n'est rien sans son contexte. Je vais pas, le même texte, je vais pas proposer des reformulations de la même façon. Si c'est un Mm, texte qui est là pour raconter une histoire, si c'est un c'est texte ça. qui est là pour persuader, pour convaincre, pour vendre, etc. Et selon son propre objectif aussi à soi, comme on en parlait tout à l'heure. Ok, là, j'en suis là, c'est quoi mon idéal? L'idéal que j'aimerais atteindre, c'est que demain, je vais être totalement autonome et pouvoir rédiger mes textes et les trouver bons. Donc peut-être dans ce cas-là, on va se former ou se faire coacher ou on peut travailler avec moi, mais m'expliquer dès le début que le but, c'est voilà, que je fasse beaucoup de retours, qu'on affine la ligne éditoriale pour qu'au fur et à mesure, j'intervienne de moins en moins et que à la fin, on Mm, puisse se passer de moi. Ou est-ce que, non, moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui cerne vraiment comment j'écris, ce que je veux transmettre et qu'il le fasse à ma place. Et c'est dans ce ça. cas-là, on va travailler avec une rédactrice, une copywriteuse. Donc, il faut vraiment prendre le temps parce que sinon, si j'imagine que tu dois avoir le cas, toi, dans ton activité. Si on arrive vers toi en disant, Et moi, je veux déléguer mes textes, oui, mais ok, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le résultat que c'est tu ça. veux? Parce que pour être sûr de partir dans la bonne direction, sinon, après, la collaboration a très peu de chances de bien se passer parce qu'on peut choisir quelqu'un et mal s'entendre sur les besoins et puis finalement, aucun des deux n'est C'est satisfait. ça, parce que en fait, on peut aussi se dire, non, mais moi, je suis claire avec moi-même, je vais pas écrire, donc j'ai besoin de quelqu'un qui rédige à ma place. Mais j'ai pas de ligne éditoriale. Je ne sais pas comment j'écris. Je ne sais pas ce que j'ai envie de mettre en place, des textes longs, des textes courts, du tutoiement, du vouvoiement. Enfin, il y a énormément de questions qu'on peut se poser aussi en Oui. amont. Et là, ben, même pour une rédactrice professionnelle qui a les meilleures Bah, des c'est les compétences, ça premières va être questions qu'elle difficile, va hein. poser. C'est les premières questions qu'elle va poser. C'est vrai que même quand on fait appel à moi pour une correction approfondie, donc quand je vais faire des propositions de reformulation, bah, à chaque fois, je demande à la personne de m'expliquer sa ligne éditoriale, parce qu'il faut que, pour faire les propositions de reformulation, il faut que je sache, est-ce qu'elle Ben oui, tutoie, est-ce qu'elle vous voit, est-ce qu'elle elle utilise l'écriture inclusive, est-ce qu'elle met de l'humour, et si on me dit, bah, j'en ai pas, bah, c'est sûr qu'effectivement, on va commencer par là, déjà. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est ça, c'est important parce que si on fait appel à une rédactrice, c'est que c'est la première question qu'elle va nous poser, forcément, parce qu'elle doit rédiger à notre place, donc elle doit se mettre dans notre tête. Donc, mm, il faut lui donner un maximum de matière pour ça. de matière. Pour Mm. qu'elle puisse comprendre et s'adapter, c'est sûr. Ouais. Et alors, ton meilleur conseil, celui que tu peux nous donner pour réussir à passer cette étape de s'amuser, ouais, d'avoir le sourire quand on écrit un texte. Euh, alors, en dehors du conseil de faire, de faire, même quand on n'aime pas, de s'exercer, d'avoir conscience que c'est en faisant qu'on va progresser. Moi, j'aime bien conseiller aux gens aussi de prêter attention parce que parfois, Mhm. on lit, mais on n'est pas attentif, on découpe pas et c'est normal quand on aime lire un texte de quelqu'un, on fait pas attention, c'est justement très fluide, donc on fait pas attention Ouais,
pourquoi on aime lire ce texte. Et moi, j'aime bien conseiller aux gens, par exemple, quand ils me disent, bah, j'aime suivre telle personne, les textes de telle personne, j'aime beaucoup, ou peut-être de s'arrêter, de se demander, par exemple, quand on est en train de scroller, et il y a une publication, un texte qui va attirer notre attention, qui va nous donner envie de cliquer sur voir plus, et on va le lire jusqu'à la fin, de prendre le temps de se dire pourquoi. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui a fait que je suis allée le lire, parce que ça va nous permettre d'affiner un peu ce qu'on aime dans les textes, de peut-être voir des techniques qu'on peut réutiliser, mais ça va nous aider aussi très, très, très souvent à déculpabiliser. Parce que 9 fois sur 10, les personnes se rendent compte que telle personne, elle fait un petit peu de faute, mais j'adore la lire quand même. Ou telle personne, bah, c'est pas une, voilà, c'est pas une rédactrice professionnelle, elle a pas des textes magnifiques, mais je sais pas, elle me fait rire, elle a un ton que j'adore, et donc j'adore lire ses newsletters. Ou sur le tutoiement, le vouvoiement, ça marche beaucoup aussi. Des personnes qui ont un blocage, qui ont envie de tutoyer, mais se disent non, mais ça fait pas très professionnel, c'est pas très respectueux, etc. Parfois, je leur dis, bah, prête attention à partir d'aujourd'hui au texte que tu lis. Est-ce que tu remarques si tu es tutoyé ou vous voyez? Et est-ce que si tu es tutoyé, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression de te dire, oula, c'est un peu trop familier, on se connaît pas, pourquoi elle me tutoie? Ou est-ce que, en fait, bah, tu n'avais même pas remarqué que la personne te tutoyait et donc c'est une idée reçue que tu as et que c'est intéressant de travailler là-dessus? Je trouve qu'on apprend beaucoup de ça. En étant attentif à ce qu'on aime lire, à ce qui retient notre attention, c'est bien de se prendre un petit carnet et de noter un peu tout ça. Et ça peut faire sauter des blocages et nous donner des petites pistes, des petites techniques à réutiliser, à utiliser aussi dans nos propres textes. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un exercice qu'on fait quand même bah, à peu près jamais, ou en tout cas très rarement, quand on lit quelque chose qui nous plaît, de se dire pourquoi ça me plaît, Mm. pourquoi je suis allée plus loin sur celui-là et pas les quatre précédents. Ça, c'est un super conseil à mettre en Bah, place. c'est précieux, surtout aujourd'hui où notre attention est prise de tous les côtés. Si cette newsletter-là, on l'a ouverte et on allait jusqu'au bout, si ce post-là, on a arrêté de scroller pour le lire, c'est qu'il y a quelque chose. Alors parfois, c'est juste, bah, c'est parce que c'est telle personne et j'aime lire tout son contenu. Bah oui, mais justement, pourquoi? Est-ce que c'est juste le sujet? Mais si c'est juste le sujet qui t'intéresse, bon, ça voudrait dire que tu es abonné à toutes les personnes qui en parlent et que tu aimes lire toutes les personnes qui en parlent. Donc potentiellement, si c'est cette personne en particulier que tu aimes lire sur ce Il sujet, y a un ton, il y a une c'est que façon de voilà, traiter. il y a une patte, il y a une personnalité que tu aimes et ça permet de se rendre compte aussi que voilà, ce qui compte, c'est pas juste ce qu'on raconte, c'est la C'est façon aussi, dont on le raconte, c'est ce qu'on met dedans. Et donc justement, ça détache de juste cette matière de la ouais. langue qu'on doit mettre sur un écran ou sur une feuille et de se dire que nous aussi, notre personnalité, elle a quelque chose à apporter et que c'est même plus important parfois que ce qu'on raconte. Parce que sinon, les infos aujourd'hui, on peut les trouver facilement sur Internet, les infos sur un article, etc. Mais les gens, ce qu'ils veulent aussi, c'est une relation avec une personne en particulier qui a ses opinions, qui a sa façon de présenter les choses et qui va plus nous parler qu'à une autre personne, tout simplement. Ouais. Ben, merci pour ce super conseil. Avec On plaisir. arrive déjà à la fin de notre échange aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont curieux, qui ont des questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On les répondra toutes les deux avec Barbara pour vous donner le plus de détails possible sur le métier de correctrice et puis sur aussi comment faire pour plus s'amuser dans son quotidien en rédigeant ses textes. Et si jamais plutôt vous vous dites que finalement déléguer c'est pas mal et que il y a besoin pour vous d'y aller, et ben c'est le moment. N'hésitez pas, que ce soit directement avec Barbara puisque tous les liens seront dans la bio. Et sinon, de nouveau avec l'agence, on peut monter une équipe complète suivant le projet qui correspond aux besoins actuels de votre développement. Merci Barbara d'être Merci à toi. venue aujourd'hui et de nous avoir redonné le sourire en pensant à Ah, notre j'espère. prochain texte. J'espère. Si j'ai réussi à faire déculpabiliser quelques personnes sur leur texte, c'est parfait. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.